Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Comment donner envie aux frères et sœurs de revenir en loge? On a parlé beaucoup durant les confinements, ou même après, des frères et des sœurs qui ne reviendraient pas en loge à cause de la Covid et qui tout simplement abandonnaient leur chemin maçonnique. Ok. Par contre, il y a des frères et des sœurs qui ne reviennent plus en loge pour d'autres raisons. Et ça, c'est bien avant justement la crise sanitaire. Et il se trouve que aujourd'hui, il y a un frère qui a besoin de notre aide, à tous. Dans une précédente vidéo, j'avais fait un sujet sur comment tuer ma loge, comment tuer ta loge. Or, aujourd'hui, on va réfléchir sur une question pratique. Comment donner envie aux frères et sœurs de revenir en loge? Parce qu'il y a toujours des frères et des sœurs qu'on voit plus, qui inventent des excuses bidons, où on sait pertinemment qu'ils ont un souci, mais ils veulent pas en parler. Bref, ça crée une sale ambiance dans les loges, et tout le monde en pâtit. Et moi, depuis mars 2020, j'ai régulièrement des frères et des sœurs qui viennent me demander des conseils sur Facebook, Instagram ou par mail. Par pudeur, je n'en parle pas ici, mais là, j'ai reçu un message d'un frère sur LinkedIn qui m'a touché et a fait écho en moi. Sa loge ne va pas bien, et avec quelques frères, ils ont envie de l'aider, mais ils savent pas trop quoi faire. Les frères viennent moins souvent, ceux qui viennent s'ennuient, ne participent pas, il y a un conflit générationnel. Je suis persuadé que c'est le seul à qui ça soit arrivé. T'as jamais rencontré ça en loge, toi? Bref, ils ont essayé quelques trucs, mais rien ne prend. Alors il est venu me demander si, par hasard, j'avais pas quelques conseils. À moi? Tu viens me demander si j'ai pas des idées par hasard? Mais pauvre fou, j'ai trop d'idées! Ça m'attire des ennuis tellement j'ai d'idées! En tout cas, pour venir consulter un mec avec un béret sur YouTube, c'est que vraiment, tu aimes ta loge et t'es prêt à tout pour la sauver. Et moi, j'ai envie de me battre pour celles et ceux qui aiment vraiment la maçonnerie dans ce cas-là. Voici pourquoi, dans cette vidéo, je vais d'abord te lire le courrier que j'ai reçu, je vais un peu le commenter, te donner un document super intéressant qui permet de faire un point dans la loge pour savoir où on en est. C'est un document gratuit. Je l'ai déjà fait sur les enquêtes. Ça a plutôt bien marché. Donc voilà, je vais te donner dans la vidéo ce lien. Et comme je t'ai dit que j'avais besoin de ton aide, j'ai demandé à un frère de commencer à donner quelques conseils pour que tu vois, ce que je te demande, c'est tout à fait possible. Tu vas pouvoir nous aider, aider ce frère, ses frères à peut-être essayer de sauver l'horloge. Le frère qui va intervenir, c'est Oudjat de Twitter, dit Oudjat les grands gants ou Oudjat les grandes mains, et je vais te dire pourquoi. Tu veux devenir franc-maçon, ou alors tu te renseignes sur la franc-maçonnerie, tu vas apprendre des choses sur la franc-maçonnerie? Alors clique sur s'abonner, et tu cliques sur la petite cloche et toutes, comme ça tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo, toute l'année sur la franc-maçonnerie. Tu sais, c'est pas anodin, hein. C'est vraiment un geste d'amour fraternel. Merci. Et là, on en a tous rigolé parce que, imagine avec ce pseudo, enfin bref. Voilà, j'espère que cette anecdote t'aura éclairé sur mon invité, malgré le fait qu'il n'aime pas que l'on révèle ce secret. En tout cas, tu le sais, j'en ai parlé dans de précédentes vidéos, j'ai déjà été dans une situation d'être le vénérable maître d'une loge qui n'allait pas bien. Donc forcément, ce message que j'ai reçu résonne tout particulièrement en moi. Surtout que ce que tu ne sais pas, c'est que dans les réactions que j'ai pu avoir de frères censés être plus avancés que moi sur le chemin initiatique et plus bienveillants, bien évidemment, j'ai eu droit un jour à une phrase du type on ne transforme pas une loge qui se meurt en une loge vivante en ajoutant quelques frères qui ne connaissent rien ni à l'obédience ni au rite. Oh, la violence du truc. Surtout qu'en plus, eh ben si, en fait, c'est possible. Il faut de la volonté et de l'accompagnement. On n'était pas nombreux, mais on était des enragés qui voulaient y arriver. Si ça a marché une fois, en se donnant comme des fous durant 2 ans, il n'y a pas de raison que d'autres ne puissent pas le faire à nouveau. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, car je vais te lire le message. Mais là, je parle aux centaines, voire aux milliers de frères et de sœurs qui vont regarder la vidéo. Il faut aider ce frère qui aime la franc-maçonnerie en général et sa loge en particulier. Donc je vais te demander un truc. Là, je vais te lire son message et on en discute. Reste bien jusqu'à la fin, car dans la dernière vidéo sur les enquêtes, j'ai vu que plusieurs centaines de personnes ont récupéré le questionnaire des enquêtes que j'utilise. Alors j'ai décidé de faire quelque chose pour cette vidéo.
aussi. Je vais te donner gratuitement, à la fin de la vidéo, un document à faire passer en loge pour qu'il y ait des retours, que tout le monde soit inclus dans la réflexion, parce que ça arrive à plein de loges. Et il y a plein de frères qui veulent aider et qui, en fait, ne savent pas trop comment faire. Reste donc bien jusqu'à la fin de la lecture du courrier, car je vais te passer un document qui va pouvoir aider ta loge, peut-être. Voici donc le texte que j'ai reçu sur LinkedIn. Alors, j'ai caviardé certains petits passages pour pas qu'on puisse reconnaître quelle loge c'est, quel frère c'est, hein, bien évidemment, on fait attention. Mon très cher frère, merci pour ton très beau conte de Noël. Tu l'as vu le conte de Noël, au fait? Qui m'a beaucoup touché et poussé à t'écrire. Donc franchement, ça a servi à quelque chose de faire ce conte de Noël, je suis plutôt content. Je suis tout jeune maître au RE2A depuis quelques mois et ma loge fut secouée il y a quelques années par une grosse crise qui aurait apparemment cassé une belle dynamique et qui, au dernier Vénérala, avant le Covid, a été encore bien remuée. Pendant 2 ans, nous n'aurions pas ouvert sans visiteurs et apprentis ou compagnons assurant des postes mineurs. Mais à toute chose malheur est bon, avec des frères, nous avons beaucoup travaillé sur le rituel qui était dans un drôle d'état, en autodidacte bien aidé. Voilà pour la petite histoire, un peu longue, je m'en excuse. On va préciser en fait que dans certaines obédiences, il y a une version du rite et dans d'autres, on tolère un petit peu certains écarts. C'est pour ça aussi qu'il dit qu'il avait une version du RE2A qui était un petit peu parallèle. Je recontinue. Nous avons été élevés assez vite, conséquence de la démographie de la loge, donc en place, pour faire respecter le rituel, avec un nouveau vénérable maître très soucieux de la rigueur et très à l'écoute de nos propositions allant dans ce sens. Des travaux commencent même à être proposés, c'est un vrai changement après 3 ans plutôt éprouvants. Nous essayons également de bâtir une instruction quelque peu substantielle pour nos apprentis grâce à notre surveillant de fête. Beaucoup de plateaux ne sont pas occupés par leurs titulaires en raison d'absence ou de maladies longues. En gros, avec visiteurs, nous sommes une dizaine de frères à chaque tenue, maximum une quinzaine les grands mois, 8-9 mètres de la loge des visiteurs et 1 ou 2 apprentis. Moi, je note déjà dans ce passage, donc les difficultés Covid, ok, mais le fait qu'effectivement, il manque de maîtres. C'est-à-dire qu'il y a des frères qui passent apprentis, compagnons, et quand ils deviennent maîtres, disparaissent, ou tout simplement sont maîtres depuis trop longtemps et disparaissent aussi. Je suis désormais bien plus optimiste sur ce que nous pouvons faire, mais alors que nous étions, à mon époque, 3 apprentis à se demander ce qu'on faisait là. Oui, c'est un peu logique. Si, si des frères passent la maîtrise et ensuite s'en vont, t'es apprenti, tu te dis, mais ça sert à quoi alors? Ça veut dire que ce qu'on enseigne comme instruction, ça vaut pas le coup. Effectivement, c'est légitime de se poser la question. Le problème, c'est que souvent, on fait passer des frères maîtres sans leur donner toute l'instruction qui, justement, leur permettrait de pouvoir plus profiter des tenues. Mais bon, bref. Là, ça va vraiment mieux, mais l'équilibre, et encore si on l'a atteint, est très très fragile. Des problèmes structurels demeurent, beaucoup de frères absents car éloignés, malades, démotivés ou dans des situations complexes, en froid avec d'autres frères présents, etc. Nous avons essayé avec les 2-3 frères les plus motivés, dont notre nouveau vénérable maître, d'agir sur plusieurs plans. Restaurer un rituel qui était parti, alors là j'ai barré, et animer la loge, physiquement, en proposant des planches, des minutes ritueliques par exemple, sur ce que nous faisons mal, et virtuellement, via WhatsApp. Mais je t'avoue qu'entre la moyenne d'âge et le nombre de vénérables frères d'un âge certain, mais les agapes d'avant étaient pesantes, ça s'améliore légèrement, mais ce n'est pas encore ça. J'ai un peu modifié la phrase sur les vénérables frères. Bref. J'en viens après cette très longue... Il y avait une histoire de galon. J'en viens après cette très longue description, pardonne-moi mon frère, à te demander quelques conseils, toi qui connais bien les arcanes de l'AFM. Celle-là, elle m'a fait rire, cette phrase. J'ai toujours l'impression d'être le petit idiot qui a besoin de galérer, de faire des recherches, de faire des recherches, de faire des recherches, pour pouvoir essayer d'arriver au niveau de ceux qui étaient avant moi. Donc c'est assez rigolo qu'il y ait des personnes qui arrivent et me disent « Ah, mais franchement, tu connais toutes les arcanes de l'AFM ?»
Tu savais, mon pauvre garçon, j'ai une vie entière pour apprendre la moitié du quart de ce que je pourrais. Beaucoup reste à faire, d'ailleurs il le dit, beaucoup reste à faire si nous commençons à prévoir un travail par tenue et que le vénérable maître fait tout pour les susciter. Nous n'arrivons pas encore à suggérer des apports en loge ni quoi que ce soit en agape, notamment de la part de frères bien plus aguerris que nous et nous semble-t-il plus légitimes. Voilà, on en arrive à un passage que j'aime bien. C'est le fait de se sentir en fait légitime ou pas dans une loge. Quand tu es apprenti, quand tu es compagnon, même quand tu es jeune maître, des fois tu te sens pas du tout légitime pour parler de maçonnerie, ce qui fait que quand des personnes qui sont moins, on va dire, avec des grades plus inférieurs que toi, comme apprenti compagnon, viennent te voir et que tu ne sais pas du tout quoi leur répondre, tu vas dire des bêtises, comme tu verras plus tard, bah ça tu verras quand tu passeras le grade, tout ça. C'est des, c'est des sécurités parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment d'instructions des fois dans certaines loges. Nous n'avons d'ailleurs jamais trop su qu'en faire des apports, puisque je n'en ai pas vu réellement depuis ma réception. C'est exactement ce que je disais. En loge ou en agape, si c'est en loge, que faire aux agapes? Je sais que beaucoup de frères ne vont plus en agape, voire en loge, car il n'y a pas d'apport en tenue et que les agapes ressemblent à un vague dîner mondain. Donc en gros, ils se font suer complètement parce qu'ils ne travaillent pas assez. En fait, le frère est en train pas de se plaindre, mais de se lamenter sur le fait qu'il voudrait bien qu'il travaille plus. Mais ils ne savent pas par où commencer. Et puis de la lassitude, le résultat de vieilles luttes d'ego. Pour le travail en loge, nous avions tenté de proposer aux frères que chaque intervenant envoie quelques lignes, quelques jours ou heures avant la tenue, pour que nous ayons quelques idées d'apport, mais cela n'a pas été accueilli avec beaucoup d'intérêt. Ce que je comprends, c'est sans doute un peu inhabituel, mais nous cherchons des rustines. En fait, ce qu'il y a surtout, c'est que certaines personnes n'aiment pas travailler, n'aiment pas vraiment faire de recherche. Donc ils apprécient de venir en tenue, ils apprécient l'ambiance, ils apprécient que des personnes prennent la parole, mais ils vont pas être les personnes qui vont prendre la parole. Le problème, c'est que quand tu es dans une loge où tout le monde veut que les autres parlent, mais que personne ne parle, avis contraire. Pour les agapes, en revanche, nous ne savons quoi faire, que proposer et sous quelle forme. Je voulais donc savoir si, en ayant croisé peut-être des situations similaires au fil de ton parcours, tu avais des réponses, notamment sur l'aspect travail en loge et agape, et des conseils sur des petites choses à faire qui peuvent améliorer la situation petit à petit, ou à ne surtout pas faire. Nous avons beaucoup appris en 3 ans, notamment qu'il n'y a pas de révolution en loge et que nous devons rester modestes, progressifs et distanciés, mais la démographie de la loge, surtout vu l'absentéisme, n'est pas encore sur une voie rassurante et nous faisons tout pour intéresser et retenir nos apprentis un peu perdus, qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Petit problème de parrainage, mais l'essentiel est qu'ils trouvent cette réponse grâce à notre travail, donc je continue à espérer. Je fais une pause. Des apprentis paumés, c'est universel. J'ai appelé mon livre L'apprenti perdu d'ailleurs. Je l'ai là. Ouais. C'était pas prévu. L'apprenti perdu, il y a un jeu de mots. En fait, les Anglais, ils partent du principe que le dernier apprenti s'appelle The Last Apprentice. Le problème, c'est que le dernier apprenti entré, il est souvent perdu. Lost Apprentice, l'apprenti perdu. Donc voilà, bref. J'ai expliqué pourquoi le livre s'appelait L'apprenti perdu. J'ai pas forcément fait la promo, mais achète-le. Nous sommes vraiment désireux de faire le maximum pour continuer la réparation de notre atelier qui a bien souffert au cours de la dernière décennie. Dès lors, si tu as une idée, un recadrage, des conseils d'ordre général ou très pratique, je suis preneur et t'en serai très reconnaissant. Nous sommes prêts avec des frères de toute façon à mener cette bataille de longue haleine. Merci infiniment mon frère et pardon pour ce trop long message. Je te confie tout ceci dans le secret de mon cœur et de mon esprit, de la part d'un jeune maître qu'on a fait grandir trop vite pour éviter une fermeture de loge et qui, même s'il est un peu optimiste, demeure lucide et inquiet. C'est tendu quand même, hein. Et alors, dans la dernière partie, quand il dit qu'il a été reçu et élevé pour justement éviter que la loge ne ferme, des fois ça arrive aussi dans les loges. On n'a personne, on dit il faut trouver un apprenti, il faut trouver un apprenti. Et tu te retrouves avec des personnes qui ne savent pas trop pourquoi elles sont là, mais elles sont rentrées parce qu'on dit tu verras, il y a plein de choses très intéressantes. Et on ne leur explique pas, parce que les personnes qui devraient leur expliquer ne le savent pas elles-mêmes. Donc, on en parlera dans justement le document que je vais donner, mais il y a une chose qui est importante dans le témoignage qui a été donné par ce frère. Il y a un truc qu'on oublie toujours quand on vient en loge, et parce que c'est naturel ou pas, hein, que ça ne nous vient pas à l'idée, mais pourquoi on vient en maçonnerie alors? Oui,
l'évolution spirituelle, le fait de réfléchir. Pour certains, c'est réfléchir sur la société. D'autres, c'est réfléchir sur eux-mêmes en pratiquant le rituel. D'autres encore, c'est pour s'ouvrir l'esprit sur des sujets, des problématiques qu'ils ne verraient pas dans le monde profane. Ouais, ok. Ok, ouais, ouais. En fait, si on vient en loge, c'est parce qu'on est heureux de retrouver les membres de la loge. Sérieusement, tu irais dépenser de l'argent, du temps, de la fatigue intellectuelle pour aller rencontrer des gens que tu détestes? Bien sûr que non. Alors, si tu t'entends pas avec certains membres de la loge, au bout d'un certain temps, tu vas partir ou tu vas essayer de voir si l'autre personne ne peut pas partir et ce genre de choses. Mais en vrai, en réalité, on vient en loge et on a plaisir à venir en loge parce qu'on est heureux de revoir les personnes qui sont en loge. Il y a une expression en anglais qui, en gros, on a été ravis de se voir et ravis de se retrouver pour la fois d'après. Et oui, effectivement, on vient en loge pour être heureux de voir les frères et les sœurs. Et quand, on l'a vu avec la Covid, quand il y a eu le confinement, les réunions Zoom, Jamie, tout ça, c'était bien mignon. Mais quand on s'est revus en vrai, on était content d'être en... Enfin, moi, j'ai vécu ça. On était content d'être en présentiel dans une loge. Alors, il y avait les gestes barrières, les distanciations, les masques. OK, mais on était content de se voir. Quand on est dans une loge où on n'est pas content de se voir, il y a déjà à la base un souci. Ensuite, il parle des agapes. Alors, on ne va pas argumenter l'agape, les agapes, le banquet, bref. Le repas qui se situe après la tenue, il y a quelque chose quand même qu'il faut se dire, c'est que normalement, un repas, c'est pour passer un bon moment avec des personnes que tu aimes bien. Donc si effectivement, dès à la base, les personnes qui sont ensemble sont là par obligation plus que par plaisir, effectivement, ça peut être pesant. S'il y a des gros... Qui est aussi un souci, par exemple, une loge où il y a énormément d'officiers nationaux, d'anciens officiers nationaux, pour les apprentis, les compagnons, ça peut être impressionnant, effectivement, d'avoir des frères qui sont très capés et qui, on va pas oser aller les voir. Donc, bah, tu te retrouves avec les anciens frères et sœurs qui discutent entre eux, et puis bah, les nouveaux qui discutent entre eux, et personne ne se parle. Donc, ce qui peut être intéressant de faire pour le vénérable maître, c'est d'essayer de faire en sorte de, par exemple, euh, proposer qu'à chaque repas, je dis repas, on va pas dire banquet, hein, à chaque repas, il va y avoir un frère jeune et un frère âgé qui vont devoir discuter ensemble avant pour justement parler d'un sujet commun. Ça peut être une piste. Comme ça leur permettra de pouvoir échanger. C'est sûr que s'il y a 3 apprentis qui n'ont pas de compagnons, au bout de 3 tenues, on est un peu arrivé là. Donc, bah, ce que tu peux faire aussi la méthode des Anglais, faire un toast. C'est-à-dire qu'il y a un frère, une sœur, qui est chargé à chaque repas de faire un toast à la République française, au vénérable de la loge, à un officier qui vient en visite, et de partir sur un sujet symbolique. Et tu reviens à l'essentiel, le symbolisme. C'est pas une question de faire 5 minutes de symbolisme pour dire ah c'est bon, j'ai trouvé tout ce que j'ai voulu dans le Mengi. C'est ridicule ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir la perception de la personne sur une chose. Il n'y a pas qu'en tenue qu'on peut faire ça. On peut très bien faire ça aussi durant le repas et avoir quelques échanges sans faire en sorte que ça dure de plombes, que la personne qui intervient va pas manger son repas alors que tous les autres sont en train d'attendre parce qu'ils ont envie de rentrer chez eux. Tu peux faire ça assez rapidement, même si ça saoulera peut-être certains frères capés qui ont l'habitude d'entendre des centaines de millions de fois, qui ont l'habitude d'entendre ça, des sujets sur le symbolisme, ben, tu cherches quelque chose. Tu peux aussi également faire en sorte qu'il y ait des frères plus âgés ou des sœurs plus âgées qui racontent une anecdote. Par exemple, à chaque banquet, ils vont sortir une anecdote en lien, par exemple, avec les sujets qui ont eu lieu dans la tenue. Ou alors, par exemple, lorsqu'il y a une cérémonie, justement, il y a un frère, une sœur qui va se lever au repas et qui va raconter une anecdote d'une cérémonie qu'il a vécue. Comme ça te permet aussi de faire en sorte que la personne, elle se présente un peu plus au groupe et que tu crées un lien entre les générations. Ça peut être une piste. Tu te souviens, je te disais que j'avais besoin de toi, de ton aide en te donnant ton avis. Le problème, c'est que je sais que beaucoup vont voir la vidéo et pas forcément oser envoyer des suggestions, voire même vont avoir la flemme. Alors, pour te montrer que c'est pas compliqué de poser quelques mots pour partager des idées, j'ai demandé à un frère que j'aime bien de m'aider, et je te dis, il s'appelle Oudjat. Oublie l'histoire des grandes mains, c'est une inside joke, laisse tomber.
Je te marque son pseudo Twitter précis ici en bas. Il va te donner un exemple de réflexion qui peuvent être utiles pour te montrer que c'est facile de donner son avis pour aider des frères. Alors, réfléchis à ce que tu peux proposer aux frères dont je t'ai lu le courrier, mais voici déjà ce que nous a livré Oujat. Bonjour mon frère Hervé et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Comme dans le cadre privé ou professionnel, la vie en loge n'est pas toujours un long fleuve tranquille. De même, nos ateliers peuvent être confrontés à diverses difficultés. Certaines sœurs et certains frères ont alors à cœur de s'investir en tant que force de proposition et ainsi suggérer des idées pour le bien de la loge. Il arrive alors parfois que l'on puisse se confronter à des réticences du fait de notre grade. Car ne l'oublions pas, la franc-maçonnerie est hiérarchisée de plusieurs strates. Tout d'abord par les grades d'apprentis, compagnons maîtres, que nous connaissons tous, mais également par la composition du collège des officiers, et enfin par les membres fondateurs de la loge. Sous couvert de vouloir protéger les apprentis et les compagnons des difficultés inhérentes à toute association, ces derniers sont trop souvent, à mon avis, invités au silence, et cela même en dehors de leur propre tenue. J'y vois une forme d'infantilisation et ce n'est pas sans rappeler ce que nous avons tous entendu gamin, j'imagine. Du genre, tu ne peux pas comprendre, ce n'est pas encore ton âge. Ou bien encore, tu pourras prétendre à ton autonomie quand tu prouveras que tu en es capable. Lorsque ces faits se produisent en loge, cela peut engendrer des frustrations et donc un manque de motivation et d'assiduité chez les apprentis compagnons, qui peuvent se sentir exclus de la vie au sein même de leur propre loge. En conséquence, sachons écouter les apprentis et compagnons par une oreille attentive, qui, malgré leur jeune âge en franc-maçonnerie, peuvent justement apporter des idées novatrices dans un atelier parfois englué depuis longtemps dans un système mortifère. Ces situations malsaines et ces non-dits, le manque d'écoute, parfois, vont mettre à mal la survie de certains ateliers déjà fragiles par la désertion des colonnes. Le désir d'aider sa loge peut aussi passer par un projet d'envergure. J'imagine très bien l'organisation, par exemple, d'une tenue blanche avec un conférencier, qui nécessite forcément l'adhésion de la majorité et des moyens humains pour son bon déroulement. Si cette idée ou une autre est balayée purement et simplement d'un revers sous l'égide que cela ne sert à rien ou qu'il sera impossible de la mener à bien sans même y avoir sincèrement réfléchi, il est encore probable que le frère ou la sœur à l'origine de la proposition sera moins enclin à l'avenir à réitérer l'expérience. De manière générale, il est possible de considérer une loge maçonnique comme un organisme vivant, chacun d'entre nous étant une de ses cellules. Sa survie n'étant possible que si ces cellules s'organisent avec cohérence et surtout à l'unisson. Vouloir aider sa loge à vivre et à perdurer dans le temps ne peut se réaliser seul contre vents et marées. Sincèrement, je n'y crois pas. Et comme le dit notre adage, il ne faut pas idéaliser la franc-maçonnerie, tant nous sommes imparfaits individuellement. Mais néanmoins, cette prise de conscience doit nous amener à écouter notre sœur et notre frère, à prendre en considération son ressenti, ses émotions et à apporter notre soutien aux projets qui pourraient être proposés dans tous les cas. Tu vois, c'est très simple de trouver des idées, d'enrichir la discussion, et pour t'y aider, je vais te donner cet outil que j'ai trouvé, que j'ai traduit en fait, tout simplement, que je trouve génial. Tu peux le retrouver sur www.franc-maçonnerie.fr, avec la cédille, /sauvetage. Je mets le lien en bas dans la description. Tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. C'est un questionnaire à faire passer par le vénérable maître, car il faut absolument que le vénérable maître soit dans la boucle quand on veut aider sa loge. Même si tu es apprenti ou compagnon, il faut avertir ton surveillant ou ton mentor personnel selon ton rite, mais il faut surtout que le vénérable maître sache qu'il y a des frères et des sœurs qui ont envie d'aider la loge. www.franc-maçonnerie avec la cédille.fr/sauvetage. Au début, le vénérable maître, il va tirer la tête, parce que ça va lui rajouter du travail. Mais s'il est malin, il va très vite comprendre que c'est très utile d'avoir des moteurs qui sortent du bois dans une loge pour la suite. Le document que je te donne donc, si tu t'es abonné à la chaîne et en ayant appuyé sur s'abonner, puis en ayant cliqué sur la cloche, tu sais d'où je le sors. Deux frères anglais. Car les premiers à avoir essayé de réfléchir massivement au sujet de l'effritement des effectifs de manière structurée, ce sont les Anglais. Il y a des années de cela, on n'arrêtait pas de dire que c'était une véritable hémorragie en Angleterre. Ils ont alors mis quelques années à réfléchir à différents axes, et maintenant, ce sont des machines de guerre en termes de communication, de recrutement qualifié. Je te le dis, en France, on est même plutôt en retard par rapport à eux maintenant.
Par contre, je vais insister, j'ai vraiment besoin de toi, car l'avis de tout le monde est important pour ce frère qui a véritablement envie d'aider sa loge. Donc, rassemble tes idées et tu as 2 possibilités. Soit tu m'envoies un email sur hervé@apprentiperdu.fr, soit tu m'envoies un message privé sur Facebook, Twitter, Instagram ou en réponse à la publication que je mets un peu de partout pour annoncer mes vidéos. Tu t'en doutes, aucune identité ne sera révélée, mais la somme des suggestions sera transmise aux frères et j'en ferai une synthèse pour que ça puisse servir à tout le monde dans une prochaine vidéo. Parce que si on n'est pas là pour aider un frère à sauver sa loge, ça sert à rien de faire semblant d'être franc-maçon. Oh, j'étais vénère là d'un coup. Mais si tu suis cette chaîne, moi je sais que je peux te faire confiance pour venir en aide à un frère en réfléchissant à son problème et en proposant ta solution. hervé@apprentiperdu.fr. C'est pas la solution parfaite que je demande, c'est la somme de nos solutions. En tout cas, merci. Merci et sache que je fais cette vidéo avec un petit pincement au cœur, puisque c'est la dernière fois que tu verras ce décor. Je suis en plein déménagement et je ne te cacherai pas que juste après ce tournage, tout le décor que tu vois va finir dans des cartons. Ça me terrifie, tous ces cartons. La prochaine vidéo sera peut-être même faite avec un trône de carton, ou bien j'irai dans la nature pour faire mon tournage, va savoir, je ne sais pas du tout. En tout cas, merci aux 2300 abonnés qui me soutiennent par le partage, qu'ils font de mes vidéos, leurs likes, et aussi leurs dons sur Utip. J'en parle pas assez de Utip, en fait, pour faire des dons uniques, pour montrer de la reconnaissance pour le travail fait. Et tout. Je devrais en parler plus. Je vais te lire ce questionnaire, tout simplement parce que ça peut être utile de commenter un petit peu les différentes questions, et pas juste de lancer un fichier. Moi, quand j'ai découvert ce questionnaire, je me suis dit, mais c'est ça qu'on aurait dû faire en fait dans la loge à l'époque. Donc voilà, donc c'est une vingtaine de questions. C'est assez rapide, mais ce qui est important, c'est que on puisse savoir ce que veulent les frères. C'est super important. S'ils ne viennent plus en loge, c'est qu'ils n'y trouvent plus d'intérêt. S'ils n'y trouvent plus d'intérêt, c'est pas parce que la franc-maçonnerie ne les intéresse plus, c'est parce qu'il y a un ensemble d'événements qui sont autour de la franc-maçonnerie qui ne les motivent plus à venir en loge. Donc il faut trouver quels sont ces éléments. Il faut travailler sur ces éléments. D'une certaine manière, c'est une sorte de questionnaire de satisfaction, mais pas dans le sens marketing du terme, dans le sens véritablement, qu'est-ce qui va aider les frères et sœurs à revenir en loge en travaillant sur les éléments qu'ils n'aiment pas. Alors, on commence. Alors là, eux, ils demandent des détails personnels, par exemple le nom. Oui, c'est pour savoir qui a répondu, mais chacun gère comme il veut dans chaque loge. À quelle distance habitez-vous du lieu de réunion? En gros, ils disent à moins de 2 km, de 2 à 5 km, de 5 à 10 km, plus de 10 km. Oui, effectivement, quand tu habites à plus de 10 km, il y a forcément plus de raisons qui te poussent à ne pas venir, plus l'âge avance. Bon, moi, je suis un petit peu taré, j'habite à 100 km de l'âge, mais moi, effectivement, je trouve que ça peut être déjà un premier critère qui va bloquer. Un frère qui ne peut plus conduire de nuit et qui a besoin d'avoir un frère qui vient l'aider pour pouvoir aller le chercher et le ramener en loge. Des fois, il n'a pas forcément envie d'embêter ce frère-là. Donc, il dit non, mais je me sens pas bien aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a des frères qui décrochent. Combien de fois assistez-vous à des réunions au cours d'une année normale? Régulièrement, plus de 70%. Occasionnellement, 20 à 70%. Rarement, moins de 20%. Si vous avez coché 3C, donc moins de 20%, y a-t-il des raisons particulières pour lesquelles vous n'assistez que rarement aux réunions? Quand tu viens que 20% du temps dans ta loge. Ouais, c'est important de savoir s'il n'y a pas des raisons particulières qui font que tu viens plus. Amenez-vous régulièrement des visiteurs aux réunions? Oui, non. Si vous avez répondu non à la question ci-dessus, y a-t-il une ou plusieurs raisons particulières pour lesquelles vous n'amenez pas de visiteurs? En gros, est-ce que tu as honte de ta loge? Ou, à l'inverse, est-ce que tu visites jamais? Par exemple, moi, je suis bidon en visite. Mais vraiment, c'est moi, quoi. J'ai un problème. De toute façon, j'ai un problème social. Même si je suis sur les réseaux sociaux,
Je suis pas fait pour avoir un carnet d'adresses gigantesque. Je suis pas fait pour avoir. Je me lève la peau justement pour aller vers des frères, aller vers des sœurs et en apprendre plus sur eux et ce genre de choses. Mais c'est pas naturel pour moi. Donc effectivement, ça peut être un frein. Quand dans une loge il y a plus de visiteurs qui viennent, c'est un signe. Faut organiser un raid. C'est-à-dire que tu sais que tous les mois, il y a une tenue qui est trouvée dans une loge de la région là où tu es, et il y a plusieurs frères ou frères et sœurs qui vont dans une loge qui est amie avec la loge et qui vont visiter. Et quand t'entends justement à chaque fois les frères et sœurs qui se lèvent à la fin de la nuit pour présenter les respects de tel vénérable de maître, de telle loge, et on vous enverra le calendrier à transmettre, et tu fais envoyer le calendrier au secrétaire, et tu le fais, et tu le fais. C'est du boulot pour le secrétaire, mais on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Au bout d'un moment, il y en a qui vont venir visiter et qui vont voir un petit peu ce qu'il y a, et ça va amener un petit peu de l'ambiance, puisque ça va amener du sang neuf qui repartira et qui donc sera pas, entre guillemets, embêté. Et quand tu as des personnes qui viennent de l'extérieur, tu peux les questionner, tu vas les voir. Par exemple, tu peux missionner une personne dans la loge pour être la personne qui accueille les visiteurs. C'est-à-dire que cette personne-là, chaque fois qu'elle arrive en tenue, elle voit les personnes qu'elle ne connaît pas, elle va les voir, elle va leur dire bonjour, tu es de quelle loge, et tu as quel poste, ah bon, est-ce que tu as déjà vu une tenue à notre rite, est-ce que tu es déjà venu ici, dans nos locaux, et voilà. Et tu amènes la discussion, et puis il y a d'autres frères qui vont venir, qui vont discuter, et ça amène une petite émulation dans la loge. La loge se réunit actuellement X fois par an, normalement à partir de telle heure, à l'exception de la tenue d'installation qui commence à telle heure. Pensez-vous que le nombre de réunions de la loge est trop grand, pas assez important, à peu près correct? Oui, si par exemple dans certaines loges, ils se réunissent 2 fois par mois, plus une loge d'instruction, qui sont à côté dans plein d'autres grades, qui vont au-delà, et ben des fois, ils vont réduire sur le nombre de présences en loge, bleu, pour aller, par exemple, dans ce qu'on appelle des hauts grades dans certains rites, ou des degrés parallèles, ou les Beyond the Craft, dont il parle, par exemple, à l'émulation. Donc, c'est important de savoir si pour eux, il y a trop de tenues ou pas. Ça permet d'indiquer s'il faut réduire. Moi, par exemple, quand je suis devenu vénérable maître, je pensais que, vu l'assiduité des frères de la loge, effectivement, une tenue par mois, c'était très correct. Et par contre, à côté, il y avait une tenue d'instruction. Donc ça faisait 2 réunions et pas 3. Et là, à ce moment-là, on pouvait travailler. Préféreriez-vous un autre jour et ou une autre heure de tenue? Des fois, c'est pas possible. Des fois, tu as un créneau et c'est tout. Mais des fois, tu peux t'arranger aussi avec les propriétaires des locaux. Et si tout le monde n'a pas envie de se réunir un vendredi soir, un lundi soir, un mardi soir, et tout le monde n'a pas envie de se réunir à 20h30 parce qu'ils aimeraient bien finir plus tôt et rentrer chez eux plus tôt, faut qu'on le dise. Pensez-vous que les réunions de la loge durent trop longtemps, c'est-à-dire du début de la tenue à la fin du banquet? Je l'ai déjà vécu dans une loge à laquelle j'ai visité, où tout le monde se plaignait qu'il y avait trop de procédures, il y avait trop d'administratifs avant le début de la tenue, ça durait trop longtemps, il y avait trop d'intervenants, et personne ne faisait rien. Et tout le monde s'en plaignait durant le banquet. Et il dit, il faudrait, hein. Mais ça n'avançait pas, parce qu'il n'y avait pas une volonté globale d'agir vraiment. Il y avait certes les conditionnements qui étaient apportés par l'obédience, qui imposait certaines règles, mais il y a un moment où effectivement il faut trouver des solutions. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement à propos de votre loge? Si tu sais pas dire pourquoi tu aimes ta loge, déjà tu as un souci. Tu as un souci parce que ça veut dire que c'est pas évident, c'est pas naturel, et c'est de la même manière que quand ta copine, ta femme te demande pourquoi tu m'aimes, et que tu réponds, tu sais que tu vas passer un week-end pourri. Y a-t-il des changements ou des améliorations qui rendraient la participation plus agréable et plus intéressante pour vous? C'est maintenant qu'il faut que tu dises ce que tu veux qu'il soit changé. C'est maintenant qu'il faut que tu profites. On te donne la parole. Donc c'est là où on te dit, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais qu'ils changent? Dis-le, dis-le. Voilà. Aimeriez-vous être plus impliqué dans le fonctionnement de la loge? Si oui, comment? Alors par exemple, une loge où les postes sont toujours attribués aux mêmes personnes depuis 10 ans, où il y a très peu de turnover, où le vénéralat est complètement verrouillé, fermé, et jamais de la vie, avant 15 à 20 ans de maçonnerie, tu pourras accéder au poste, je comprends que certains, ça les embête.
Le banquet qui suit la tenue commence entre, par exemple, 22 heures et se termine vers 23 heures. Est-ce que c'est trop tard, à peu près correct, sans avis? J'ai marqué des heures, mais ce n'est pas forcément les horaires de tout le monde. Certaines, par exemple, en Angleterre, eux, ils se posent la question de savoir si 20h30 pour le repas, c'est trop tard, ou on peut aller à 21 heures. Ou alors on va plutôt vers 19h30 pour le repas. Donc ça veut dire, en gros, il commence la tenue, il est 17 heures, quoi. Enfin, un moment. Le repas est formel et se compose généralement de 3 plats et du café. Ça, c'est l'habitude anglaise. Est-ce que pour vous, c'est trop de plats, à peu près correct? Pas d'avis. Le repas est formel à 3 repas. Parce qu'en fait, des fois, il y en a certains qui disent: «C'est bon, l'entrée, le plat principal, le dessert, on pourrait passer l'entrée, on fait un repas et puis après, comme ça, au moins, on rentre chez nous». Il y a certaines loges où ils apprécieraient ça. Bah, il faut le demander. Blouroup. Veuillez indiquer les autres changements que vous souhaiteriez voir, tant pour les affaires de la loge que pour le banquet. Qualité des plats, diversité des menus, prix. Alors ça, la bouffe, on est en France. Donc s'il y a vraiment un point où personne n'est d'accord dans une loge, c'est sur la qualité de la nourriture, le prix et surtout les types de menus qui sont proposés. Il y a tout le monde qui va avoir un propre avis. Certains, ça va leur plaire, d'autres, ça va pas du tout leur plaire. Moi, par exemple, je sais pertinemment, j'ai toujours un petit point au cœur de ne pas pouvoir retourner dans une certaine loge avec la cuisine de César, qui me fait toujours très plaisir à manger. Je suis loin de ce local maçonnique. Pourtant, j'ai adoré pendant des années y manger. Voilà, ben, je sais pertinemment que quand je vais à d'autres endroits, je vais comparer avec la cuisine de César. Là, c'est une question un peu plus pour les Anglais. Que pensez-vous des événements organisés par la loge? En France, il n'y en a quasiment jamais, parce que je vous rappelle que la charité, c'est un gros mot, hein, souvent en France, donc on n'organise pas on n'organise rien pour lever des fonds. Si des visites ou pas grand-chose, ou dans le secret, parce qu'il ne faut pas le dire. Si des visites fraternelles à d'autres loges ou des événements spéciaux étaient organisés, seriez-vous prêt à y participer? Là, ça peut être intéressant parce que oui, effectivement, s'il y avait des choses qui s'organisaient en dehors de la loge, il y a des frères, ils aimeraient bien se voir avec certains autres frères et sœurs en dehors de la loge. Et ils aimeraient bien que ce soit un truc un peu encadré. Donc, c'est bien de le dire. Si la réponse à la question précédente est non, quel type d'événement soutiendriez-vous? Hein, corollaire. Et bien sûr, si l'espace est insuffisant pour vos réponses, et si vous souhaitez faire d'autres commentaires, veuillez utiliser une feuille séparée. Moi, cette dernière phrase, tu me la donnes à moi, je pense que tu te reçois 2 pages. Mais c'est important qu'on puisse dire les choses. Hem, j'ai le souvenir quand j'étais quoi, apprenti ou compagnon, je sais plus, bref. Il y avait un frère qui se proposait toujours pour, ranger la loge à la fin de la tenue et tout le monde le laissait faire et c'était lui qui un peu, bah, se retrouvait systématiquement à le faire parce qu'il voulait aider et il disait: «Non, c'est bon, je gère». Mais à un moment, c'était lui qui faisait ça tout le temps et nous, on participait plus et il y en avait certains qui profitaient du fait qu'il le faisait pour ne même plus aider et ne même plus vouloir aider. C'était choquant. Bah, on en a discuté, on a essayé de mettre en place un système et faire en sorte que tout le monde participe un peu. C'est des choses qui doivent être dites. On doit se parler dans une loge. Ça me fait bizarre de me dire que c'est la dernière fois que je tourne ici. Et puis en plus, tu sais quoi? Il y a un truc que j'ai oublié de te dire. Est-ce que tu connais le livre Style Émulation? Disponible sur internet, sur franc-maçonnerie.fr, avec la cédille. Tu peux, pour la modique somme de 20 €, avoir pour plusieurs années d'instruction au style émulation quand tu es apprenti, compagnon ou maître. Franchement, la chance! J'ai casé un bouquin émulation pour un frère du RE2A. Eh, quand même, respect. À bientôt, Somote Be.